tous à celles et ceux qui sont présents aujourd'hui à la bibliothèque de l'Institut du monde arabe et puis à celles et ceux qui nous suivent également en ligne. Merci d'être présents aujourd'hui pour cette table ronde en partenariat avec la revue L'Histoire qui est partenaire des Journées de l'Histoire de l'Institut du monde arabe, partenaire historique de ces journées. Alors, la table ronde d'aujourd'hui s'inscrit donc dans le thème de cette journée sur le commerce. Table ronde consacrée à la relation entre l'État et le commerce, dont nous verrons si elle a été éventuellement si tumultueuse que le titre le suggère. Pourquoi une table ronde sur l'État et le commerce ? Sans doute parce que l'historiographie du commerce dans l'histoire du monde arabe et plus largement du monde islamique a longtemps mis l'accent avant tout sur les milieux marchands, sur le rôle de l'initiative privée, sur le rôle des diasporas marchandes plus particulièrement, et n'a laissé à l'État que le mauvais rôle en quelque sorte. Un État consommateur des biens du grand commerce qui joue un rôle important dans la demande de biens de luxe transportés à longue distance, ou un État qui est au contraire un obstacle au commerce. Et ça a longtemps été la façon dont il a été traité par l'historiographie, un État prédateur, empêchant en quelque sorte l'initiative privée d'atteindre à sa pleine mesure. Or, depuis dizaines d'années, mais c'est peut-être un effet de l'âge, je dis tout le temps une dizaine d'années, mais à force c'est sans doute peut-être plus depuis 20 ans ou 25 ans, des travaux ont modifié le regard que l'on porte sur le rôle de l'État, ont replacé le rôle de l'État, ont replacé l'État dans la question du commerce, au centre de la question du commerce, en mettant en évidence différentes modalités d'intervention de l'État dans les échanges, que ce soit à travers la mise en place de politiques mercantilistes ou, à l'inverse, protectionnistes, ou à travers la réglementation du commerce de certaines marchandises jugées stratégiques ou sensibles, ou encore par une intervention directe de l'État dans le commerce, l'État se faisant lui-même marchand. Avant de présenter les trois intervenants de cette table ronde, peut-être juste un dernier petit mot d'étymologie pour mettre en lumière ce rôle de l'État dans le commerce. C'est bien sûr le mot douane. La douane qui, par l'italien dovana, vient de l'arabe ou du persan. Les deux étymologies sont recevables. Le diwan, qui est autant le rôle, le registre, le bureau que le recueil de poésie ou le divan. Alors, de divan, il ne sera pas question, mais de fauteuils qui vont nous amener à une discussion que j'espère très féconde, avec trois intervenants, deux intervenants présents ici sur le plateau et un troisième en visioconférence. Je vais présenter nos trois intervenants d'aujourd'hui avant de lancer la discussion avec eux. Par ordre chronologique, sans doute aussi parce que je suis médiéviste et que je tiens à l'importance ici de la longue durée, je présente d'abord Éric Vallet. Éric Vallet qui est professeur à l'Université de Strasbourg, qui est aussi directeur du groupement d'intérêt scientifique Moyen-Orient et monde musulman, qui tiendra d'ailleurs son 4e congrès à la fin du mois à Aix-en-Provence. Éric Vallet qui est l'auteur de nombreux travaux sur l'histoire du Yémen, de la péninsule arabique, de la mer Rouge, de l'océan Indien, avec tout particulièrement ce prisme du commerce et du rôle de l'État dans le commerce. Sa thèse, publiée en 2010, portait sur l'Arabie marchande, État et commerce sous les sultans rassoulides du Yémen, 1229-1454. On est déjà de plein pied dans la problématique de cette table ronde. Deuxième intervenant par ordre chronologique toujours, et il est présent lui aussi sur ce plateau, immédiatement à ma droite, Hayri Özkeray, qui est maître de conférence en histoire moderne à l'Université d'Aix-Marseille, qui a consacré sa thèse en 2017 à l'esclavage dans l'Empire ottoman 16e-17e siècle, fondement juridique, réalité sociale, représentation.
à qui l'on doit également, et je vous le recommande, dans la très belle collection de l'éditeur Anacarsis, un volume intitulé Le captif de Malte. C'est une traduction du turc ottoman, récit autobiographique d'un cadi ottoman, publié en 2019 chez Anacarsis. Et puis, troisième intervenant, Nessim Znayen, que je remercie doublement de sa présence, d'abord par tout ce qu'il apportera à notre discussion d'aujourd'hui, mais aussi parce qu'il a accepté de se joindre à nous au pied levé suite au forfait de Guillemette Crouzet qui devait intervenir aujourd'hui. Donc tous mes remerciements chaleureux à Nessim Znayen, qui est docteur en histoire, qui a enseigné à Aix-Marseille Université et qui est chercheur associé au laboratoire Telem, auquel appartient également Hayri Özkeray. La thèse de Nessim Znayen portait sur l'alcool en Tunisie sous le protectorat. Je vous donne le titre parce qu'il est lui aussi très beau. Les raisins de la domination. Histoire sociale de l'alcool en Tunisie sous le protectorat, 1881-1956. Donc 3 intervenants, 3 périodes, une question historique très large, et pour chacun, évidemment, avec des régimes documentaires différents, des éclairages sur le rôle de l'État dans la sphère du commerce. Je vous propose de conserver au moins dans un premier temps, nous verrons, on nous mènera ensuite la discussion, mais de conserver au moins dans un premier temps l'ordre chronologique. Et je passe donc tout de suite la parole à Éric Vallet pour qu'il nous présente son point de vue sur cette question. Merci beaucoup Julien Loiseau, merci pour donc, cette invitation à participer à cette table ronde. Je suis vraiment très heureux d'être ici. Et effectivement, je crois que c'est une bonne occasion de pouvoir échanger sur cette question qui reste une question difficile, une question peut-être un peu répulsive aussi, parce que dès qu'on commence à parler de ces rapports entre État et commerce, on se demande vraiment ce qui va pouvoir en être tiré d'un point de vue historique. Est-ce que les choses ne sont pas jouées d'avance lorsqu'il s'agit de parler de la relation entre ces deux entités qui, de tout temps et encore aujourd'hui, entretiennent des relations hautement tumultueuses. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on n'a pas tout dit? Alors, je voudrais partir de cette idée-là pour présenter quelques propos très généraux qui serviront à la fois d'illustration de cette première période plutôt médiévale, que je suis chargé de représenter dans cette table ronde, et puis aussi peut-être essayer de poser un certain nombre de questions comme point de départ. La première question, elle est justement cette question historiographique, c'est-à-dire comment et pourquoi aborder cette question-là. Alors, c'est une question qui a quand même une certaine ancienneté en Europe, en France, dans le travail des historiens. Si on pense par exemple à ce qui a été le grand monument de l'histoire du commerce, donc pendant presque un siècle, l'histoire de Willem Eid, Histoire du commerce au Levant, un travail qui a été effectué dans la deuxième moitié du XIXe siècle et qui constitue encore aujourd'hui un travail de référence par cet effort qu'avait Eid d'avoir essayé de rassembler toutes les sources qu'il pouvait trouver sur l'histoire de cette aventure en apparence fascinante des marchands occidentaux, latins, au Levant. Et donc dans un Levant très large qui va jusqu'à l'Extrême-Orient. Et donc lorsqu'il écrit son ouvrage, on est à une période, donc dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qui voit naître ces deux grandes options de gestion du commerce, d'un commerce qui s'est mondialisé. D'un côté, le combat pour le libre-échange, et de l'autre, la structuration de relations inégalitaires dans le cadre de la domination coloniale. Et donc Eid est clairement un partisan de ce libre-échange, et il va chercher dans l'histoire des arguments qui vont montrer le combat ancien, pluriséculaire des Occidentaux pour ce libre-échange. Et face à ces Occidentaux, porteurs d'une liberté du commerce, d'un capitalisme conquérant, eh bien, Eid va dresser donc ses pouvoirs de l'islam, ces États du monde de l'islam, et en particulier dans ce qui est le nœud, le verrou historique du commerce entre l'Europe et le reste du monde, et qui est donc la mer Rouge, l'Égypte, on en reparlera, et donc ces pouvoirs installés au Proche-Orient et qu'il présente comme des pouvoirs qui ont de tout temps cherché à freiner cet élan capitaliste des marchands européens
en se présentant comme des États qui devaient ponctionner sur ces libres échanges, donc une part indue. Donc une première figure historique ancienne, qui est celle de l'État prédateur. De l'État prédateur dont il faut calmer la voracité. C'était le sens déjà peut-être de ces régimes spécifiques de privilèges dont on aura sans doute l'occasion de reparler, les capitulations, enfin voilà, de cette volonté d'encadrer juridiquement la présence de ces marchands européens en Orient. Et puis il y a quand même une deuxième image qui est venue s'ajouter à celle-là. Alors on la trouve déjà à l'époque, disons, coloniale, mais elle va surtout s'épanouir dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans le contexte de la décolonisation, de l'accès à l'indépendance. C'est cette fois-ci l'image de l'État failli, c'est-à-dire de cet État qui n'a pas réussi à mener les sociétés du Moyen-Orient et du Maghreb au même point où les États de l'Europe ont mené leur propre société. Et donc, à partir de ce moment-là, commence une introspection dans ces sociétés du Maghreb, du Moyen-Orient, s'adossant à toute une littérature qui s'est développée en Europe dans le sillage de toutes les réflexions d'économie politique, avec Marx et bien d'autres. Et donc, c'est à ce moment-là que va se formaliser aussi cette interrogation sur cet État incapable de développer le commerce, et derrière le commerce, de développer un cercle vertueux capitaliste qui aurait permis de tirer profit de cette position incroyable du Proche-Orient et du Moyen-Orient sur la carte des échanges du monde ancien pour le transformer en une croissance vertueuse, notamment une croissance productive dans le domaine du commerce, de l'artisanat, de l'industrie et même de l'agriculture. Alors c'est en effet ici qu'il nous faut donc essayer de dépasser ces deux images, celle de l'État prédateur, celle de l'État incapable de porter le développement du capitalisme dans ces sociétés. Et c'est, on va dire, ce travail de longue haleine qui parcourt non seulement l'histoire médiévale de ces pays d'islam, mais aussi peut-être celui des périodes postérieures sur lesquelles je me tairai. Alors, quelques mots maintenant sur les spécificités de cette période médiévale. Alors, il y a effectivement une constante qui est une constante d'ordre, on pourrait dire, géographique ou géopolitique, qui est la position de ces territoires qui vont constituer le cœur de l'empire de l'islam dans ses débuts, cette position centrale qui le place en lien avec toute une série de mondes qui sont déjà des berceaux de civilisation depuis longtemps, donc l'Inde, l'Extrême-Orient, via les grandes routes de l'Asie centrale, et puis des mondes qui sont des mondes plus périphériques, pour reprendre une expression qui existe depuis longtemps. On la trouve déjà, par exemple, chez Maurice Lombard, celui qui a été l'un des pionniers de cette histoire économique de l'islam médiéval, et qui décrit, donc, je reprends son expression, l'empire de l'islam comme un pont entre des mondes périphériques. Parmi ces mondes périphériques, il y a l'Afrique subsaharienne, il y a l'Asie centrale, il y a la côte de l'Afrique de l'Est via l'océan Indien, et puis il y a aussi l'Europe, ce que nous appelons l'Europe, et qui est effectivement, d'un point de vue strictement économique, une périphérie de l'empire de l'islam au cours de ces premiers siècles. Si l'on suit la définition d'une périphérie économique, telle qu'elle a été développée par les spécialistes, c'est-à-dire un lieu dont on va tirer des matières premières brutes, et vers lequel on va exporter des produits manufacturés, des produits plus élaborés. Donc avec cette inégalité qui caractérise les échanges entre le centre, un centre civilisé, développé économiquement, et ces périphéries que l'on peut englober dans ce vaste nom des barbares. Donc l'Europe, il faut le rappeler, est une périphérie barbare d'un point de vue économique pour l'empire de l'islam, donc dans ces premiers siècles. Dans cette perspective, l'islam va être, le monde de l'islam, l'empire de l'islam dans ces premiers siècles va être un vrai moteur du développement des échanges commerciaux entre ces différentes régions et donc un moteur aussi d'intensification des relations. Pour plusieurs raisons. Il y a la première raison qui pousse au développement des échanges et qui est une raison proprement étatique, qui est liée au projet même de l'empire, c'est-à-dire cette volonté de se présenter comme le premier des empires du monde, ce qui signifie pouvoir afficher de manière très ostentatoire
le rassemblement dans le cœur de l'Empire de produits venus du monde entier, d'où l'insistance qui nous a été conservée par de très nombreuses sources sur l'apport de ces marchands venus de très loin, avec toutes ces marchandises fabuleuses venues de l'Extrême-Orient, venues de l'Afrique, l'ivoire, l'or, l'Extrême-Orient, c'est la soie, ce sont les aromates, l'Inde avec les épices. Donc tous ces produits, les tissus de luxe aussi, tous ces produits qui sont donc amassés dans ce qui est le cœur de l'Empire, alors son grand cœur d'époque abbasside, Bagdad, et puis tous ces petits cœurs qui en viennent à se développer, le Caire, Cordoue, enfin toutes ces capitales des empires concurrents de celui des Abbassides, et puis de ces États qui naissent ensuite dans le sillage de ce mouvement impérial. Donc il y a cette première raison qui est le rôle moteur de l'État dans cette quête d'approvisionnement en produits de luxe, mais aussi de façon moins visible, mais tout aussi importante, peut-être même plus importante, en produits de masse, parce que les cours impériales, les cours sultaniennes ensuite sont des lieux de consommation de masse, et donc il y a besoin d'organiser cet approvisionnement des cours, cet approvisionnement des États. Et puis il y a bien sûr une deuxième raison qui va faire de l'État une puissance d'encouragement de ce commerce. Cette deuxième raison, c'est la fiscalité. C'est que l'État a besoin, les États ont besoin de ces revenus tirés de la taxation du commerce pour pouvoir compléter leurs revenus qui sont, il faut le rappeler, fondamentalement des revenus tirés de la puissance agraire, c'est-à-dire de la taxe foncière, de l'exploitation des terres et de l'impôt qu'on fait peser sur cette exploitation. Mais le commerce a quand même, la taxation du commerce a vraisemblablement un rôle assez décisif à une date déjà très, très ancienne. Pourquoi ? Parce que contrairement à la taxation agraire, qui se heurte à toute une série d'obstacles, et en particulier au fait que la façon dont on va payer cette taxation agraire est le plus souvent en nature. Le paiement en nature est un paiement qui est largement dominant, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'espèces qui circulent pour pouvoir assurer le paiement des impôts, et que c'est aussi simple d'aller taxer les paysans en leur prenant une part de leur récolte qu'en leur demandant de payer donc, avec des espèces sonnantes et trébuchantes. Et donc, ce qui va faire rentrer du cash, pour parler d'une manière assez familière, dans les caisses de l'État, c'est non seulement en partie le prélèvement foncier, mais c'est aussi et principalement le prélèvement sur le commerce. Et donc, cette place stratégique du commerce, elle se comprend moins d'un point de vue quantitatif, puisque la taxation sur le commerce a toujours représenté une part relativement mineure de ces revenus, pris dans leur ensemble, mais elle a un rôle stratégique d'un point de vue strictement fonctionnel. Alors, de ce point de vue, il y a eu donc des rapports extrêmement fluctuants. Il n'y a pas une seule règle. Les États ont géré avec beaucoup de pragmatisme cette taxation sur le commerce. Il faut vraiment distinguer la situation telle qu'elle pouvait, par exemple, se développer en Méditerranée, une mer qui était, comme l'a justement rappelé Christophe Picard, la mer des califes, c'est-à-dire une mer de guerre, une mer du djihad, une mer de l'affrontement, et dans laquelle le commerce devait être strictement contrôlé pour éviter de faire de ces marchands venant de loin des chevaux de Troie à l'intérieur des espaces de l'islam. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'on voit, notamment à Alexandrie, mais aussi dans d'autres ports, mais Alexandrie est l'exemple sans doute le plus développé au Moyen-Âge, la mise en place de tout un appareil de contrôle qui va également établir une distinction très forte entre les marchands venant de l'extérieur du monde de l'islam et les marchands venant de l'intérieur du monde de l'islam, avec notamment une taxation différentielle. Mais dans l'océan Indien, cette mer qui est au contraire une mer qui a au départ été relativement une mer rapidement contrôlée, qui n'a pas été un vrai front militaire, où des relations pacifiques se sont établies avec la majeure partie des puissances qui contrôlaient le pourtour de l'océan Indien, et puis des relations relativement pacifiques avec l'empire lointain de la Chine. Dans cette mer-là, les principes de taxation étaient tout à fait différents. Il n'y avait pas de différence, par exemple, en fonction de l'appartenance religieuse ou de l'origine des marchands, mais plutôt une taxation différentielle en fonction de leur provenance. Les marchands qui venaient de l'Inde étaient peut-être plus lourdement taxés que ceux qui venaient de l'Afrique ou que ceux qui circulaient sur tout le pourtour de la péninsule arabique.
Et dans ce système de l'océan Indien, un autre élément important dans cette intervention de l'État, c'était le fait que les taxes étaient des taxes qui étaient fixées en fonction de la nature de l'objet, selon un taux fixe. C'est-à-dire que quel que soit le prix réel de la marchandise sur le marché, c'était toujours la même taxe qui était prélevée. Et dans le cas du poivre, par exemple, on a un certain nombre de sources étalées sur plusieurs siècles, à partir du XIe siècle jusqu'au XVe siècle, qui montrent que le poivre, dans le port d'Aden, qui était l'un des principaux ports donc de cette région, était taxé 8 dinars pour un bahar qui représente à peu près 300 kilos. 8 dinars pour 300 kilos de poivre, sachant que ce poivre pouvait être revendu à Alexandrie 4 fois ou 5 fois ce prix-là, enfin le montant des 8 dinars, voire à des niveaux beaucoup plus importants à Venise ou sur le marché européen. Donc le fait d'avoir une taxe fixe qui était la spécificité de ces systèmes douaniers de l'océan Indien, islamiques de l'océan Indien, était un élément de stabilité pour les marchands et un encouragement extrêmement fort au développement des échanges. Et donc dans cette période médiévale, ce qu'on observe, c'est toute une série de poussées régulières de développement des échanges commerciaux dans cette région, avec aussi quelques allées et quelques retours, en fonction d'événements que je vais rapidement évoquer. Une première poussée qui commence au 8e, 9e siècle, qui est une poussée très rapide, avec un essor spectaculaire de ces échanges, qui va donner naissance aux premières villes champignons du Golfe, et en particulier à ce port de Siraf, situé sur la côte iranienne, qui est un peu le Dubaï de l'époque. C'est un port qui sort un peu de terre de façon disons, très, très rapide, au tournant du 8e et du 9e siècle, et dont on a conservé, pour le 9e et le 10e siècle, non seulement des descriptions admiratives de ces très riches maisons de marchands édifiées en bois de teck, en bois précieux, sur les rives donc, du Golfe Persique, mais on a conservé aussi les vestiges archéologiques de ce site de Siraf, qui montrent donc l'expansion extrêmement rapide sur un peu moins de 2 siècles de ce site sur une superficie très, très étendue. Et puis il y a un premier moment charnière autour du XIe siècle, où les réseaux, ces grands réseaux de développement des échanges qui reliaient notamment l'Extrême-Orient et le centre du Moyen-Orient, vont se défaire, vont laisser la place à des réseaux plus régionaux, des réseaux régionalisés. Et c'est là que l'on voit notamment l'essor beaucoup plus important des échanges à l'intérieur de l'océan Indien, qu'on dit occidental, c'est-à-dire entre toute la côte occidentale de l'Inde, jusqu'à la région du Malabar, qui était la région principale de provenance du poivre, jusqu'à la côte de l'Afrique de l'Est. C'est le moment aussi où s'installent les premières villes durables dans cette côte qu'on appellera ensuite la côte Swahili, de l'arabe Sawahil, c'est-à-dire les rivages. C'est le moment aussi où vont fleurir toute une série de nouveaux ports dans la péninsule arabique. Et on voit que le commerce commence à changer d'enjeu au cours de cette période, dès les 11e, 12e siècles, avec l'apparition des premières grandes manœuvres navales opposant des puissances islamiques pour le contrôle de ces routes de l'océan Indien. On a même une date très précise pour dater cela, c'est 1135, lorsque la flotte envoyée par une toute petite dynastie d'une toute petite île du Golfe Persique qui s'appelle l'île de Qais, de Kish, en persan. La petite famille qui avait pris le pouvoir sur cette île et qui avait réussi à établir son contrôle sur les échanges du Golfe Persique dans un contexte politique très troublé, a commencé à lancer toute une série d'expéditions navales pour contrôler les principaux ports du Golfe Persique et de la mer Rouge et également de l'océan Indien occidental. Donc il lance des expéditions contre la côte Swahili, contre le nord de l'Inde et en 1135 contre Aden, en cherchant donc à établir ce contrôle en direction du port d'Aden depuis donc l'intérieur du Golfe Persique, selon un mouvement, une sorte de pulsion que l'on retrouve encore jusqu'à aujourd'hui. Il suffit d'évoquer rapidement ce qui est actuellement le positionnement des Émirats arabes unis à la suite de la guerre au Yémen, de contrôle donc de toute une série de ports jusqu'à l'entrée de la mer Rouge aujourd'hui. Donc il y a ce mouvement-là qui s'établit de manière extrêmement visible pour la première fois et qui, tout d'un coup, fait que les États qui avaient été très en retrait jusqu'alors dans le contrôle de ces échanges de la mer Rouge, ces États islamiques commencent à
à venir prendre un peu plus d'importance dans ce contrôle du commerce. Et puis il y a une dernière étape sur laquelle je ne dis qu'un mot très rapide. À partir du XIIIe siècle, à la suite de ce grand chamboulement de l'Ancien Monde qu'est l'établissement de l'Empire des Mongols, lorsque le contrôle établi par les Mongols entre l'Iran et la Chine va donner naissance à un nouveau système de contrôle du commerce, je dirais encore plus vif, encore plus efficace, et une nouvelle reconfiguration donc, de ces relations entre État et commerce dans cette région extrêmement donc, séduisante pour les marchands qui était la région de l'océan Indien. Voilà, je m'arrête là pour ce premier panorama rapide. Merci beaucoup pour ce très grand et très beau tableau de la question pour le long millénaire médiéval, quasi millénaire. Parmi les marchandises qui s'échangent entre le centre et ses périphéries, il y en a une qui continue d'avoir un poids important, non seulement dans le commerce, mais dans la question des rapports entre État et commerce. Ce sont les esclaves. Et je me tourne maintenant vers Hayri Özkoray pour justement lui poser cette question-là de l'État et du commerce à l'époque ottomane et tout particulièrement la question du contrôle du commerce des esclaves. Oui, merci beaucoup Julien donc, pour l'invitation. Je tiens à remercier également donc, vous qui êtes dans le public. Ça fait plaisir quand même de réorganiser des événements de ce type et également donc, les équipes organisatrices et techniques de Lima aussi. D'ailleurs, vous m'avez un peu frayé le chemin en parlant des douanes et de la régulation du commerce par l'État, et notamment de la taxation. Et je vais revenir un peu sur ces aspects. Mais avant de m'attaquer peut-être aux esclaves, je plante aussi un décor un peu général concernant les territoires de l'Empire ottoman, donc un empire qui se construit graduellement à partir du XIVe siècle. D'ailleurs, si on pourrait projeter la carte, donc je pourrais m'appuyer un peu là-dessus, même si c'est une carte que j'ai faite sur le commerce des esclaves qui concerne l'approvisionnement de l'Empire ottoman en esclaves. Voilà, en tout cas, on commence au nord-ouest de l'Asie mineure, donc dans la région autour de Bursa. Initialement, c'est une minuscule principauté, donc en Anatolie du nord-ouest au départ. Et son expansion territoriale donc, va se faire d'abord dans les Balkans, en Europe du Sud-Est, avant de s'étendre en Anatolie au long du XVe siècle, avant d'incorporer en son sein donc, à peu près toutes les principautés turques rivales, et tout en supprimant entre-temps donc, l'Empire byzantin, dont ils sont les successeurs principaux en tant qu'entité impériale, mais plus précisément dans le domaine du commerce. Contrairement aux cités républicaines marchandes italiennes, donc l'Empire ottoman n'est pas une entité politique principalement marchande, mais justement en tant qu'entité impériale, donc l'Empire ottoman prend sous son contrôle, sous sa domination, des grandes routes du commerce international qui préexistaient déjà, bien sûr, et qui étaient décisives déjà pendant les époques dont a parlé Eric tout à l'heure. Et éventuellement, l'un des enjeux, c'est de contrôler également les ports douaniers, donc, y compris terrestres. Quand on parle d'un port douanier, il suffit que ce soit une échelle commerciale de premier ou second plan où il y a de la taxation systématique sur certains produits avec un marché urbain et des autorités donc, qui se chargent justement de ce contrôle, cette régulation et de cette taxation. D'ailleurs, à ce propos, on peut parler des 3 fondements un peu typiques de la ville ottomane, mais qui ne sont pas que pour les villes ottomanes, bien sûr. Il y a un fort héritage islamique médiéval et byzantin. Et en gros, si on devait citer ou situer 3 lieux décisifs dans une ville de l'Empire ottoman, mais pas que, il y a la citadelle, donc voilà, plutôt structure militaire, si vous voulez, la mosquée du Vendredi, qui est aussi décisif pour le rassemblement communautaire. D'ailleurs, le mot vendredi et le mot mosquée en arabe, c'est de la même racine qui donne l'idée du rassemblement et de la communauté aussi. Et bien sûr, le marché couvert, le Bedesten, le bazar, le souk, etc. Donc, c'est pas pour rien qu'il y ait l'image cliché aussi de la ville, disons, islamique qui s'organise autour du souk, parce que c'est une partie décisive de la vie quotidienne, bien sûr.
Bien sûr, la vie urbaine et la vie de la ville ne tourne pas uniquement ou exclusivement autour du marché urbain, mais c'est une partie quand même assez décisive, déterminante. Donc voilà. Donc cette incorporation de différents territoires, donc qui avaient déjà un rôle de premier plan dans un commerce international, est important à souligner. Et surtout cette justement accumulation graduelle de ports douaniers sous une même autorité étatique. Et en ce qui concerne le commerce des esclaves, donc cette expansion territoriale n'est pas négligeable parce que dans un premier temps, donc, ce qui est un peu illustré sur la carte, mais j'en fais pas le détail, en gros, notamment les États balkaniques, par exemple, qui ont été incorporés dans un premier temps à l'Empire ottoman, étaient aussi les premiers territoires à donner des esclaves directement donc à la conquête militaire. Et donc l'ennemi qui était vaincu de bonne guerre et qui n'avait pas signé l'acte de reddition quand c'était proposé, donc était pouvait être soit mis à mort, soit réduit en esclavage, donc en bonne et due forme. Mais par la suite, notamment donc avec la domination ottomane autour de la mer Noire à partir des années 1475, et c'est un processus graduel qui se poursuit au XVIe siècle. Et donc, il y a d'abord l'expulsion des réseaux marchands italiens donc, qui avaient dominé cet espace, notamment génois et vénitiens pendant plusieurs siècles. Et donc, l'exclusion des marchands italiens et de leurs échelles aussi, notamment du nord de la mer Noire, autour de la ville criméenne de Kaffa, donc, commence à aussi créer un nouveau territoire qui approvisionne les Ottomans en esclaves, donc principalement, surtout par rapport aux conquêtes militaires, c'est ces dépôts d'esclaves du nord de la mer Noire qui prennent le dessus progressivement, notamment à partir des années 1530-40, donc après les dernières grandes conquêtes de Soliman, notamment en Hongrie, un peu en Perse. Ça va être désormais les réseaux marchands, notamment contrôlés et aussi alimentés par les Tatars de Crimée, donc qui est une puissance alliée tributaire des Ottomans à partir de la seconde moitié du XVe siècle, et donc qui va fournir les villes portuaires du sud de la mer Noire chaque année en plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers d'esclaves. Et c'est là que donc, bien sûr, il y a l'enjeu fiscaliste, approvisionniste, notamment donc, pour, bien sûr, alimenter régulièrement les recettes, les caisses publiques, mais aussi l'enjeu approvisionniste, c'est avoir une mainmise directe sur la fourniture d'esclaves chaque année pour justement être à la hauteur de la demande formulée par les grands centres urbains de l'Empire. D'ailleurs, bon, là, je pense que c'est trop petit, vous n'arrivez pas à lire peut-être, mais par rapport à la légende, il y a une erreur parce que Istanbul-Constantinople, c'est évidemment aussi un centre demandeur de premier plan. C'est le premier centre demandeur d'esclaves. Ce n'est pas qu'un lieu de transit, mais ça l'est aussi principalement parce qu'une bonne partie du trafic issu de la mer Noire, du nord de la mer Noire, d'ailleurs, qui va être lancé notamment en direction de la Moscovie, en direction aussi du Caucase, donc toujours par les forces militaires tatares de la Crimée, et aussi en direction de la Hongrie habsbourgeoise et aussi de la Pologne-Lituanie. Et chaque année, donc, pour faire des excursions extra-frontalières, un peu hasardeuses, notamment pour les territoires concernés, et donc qui peuvent attendre les Tatars criméens débarquer à tout moment, mais c'est toujours un choc brutal d'enlèvement massif de personnes aussi. Et Istanbul, c'est aussi un grand centre de transit envers donc, le sud et l'ouest de l'Empire, grosso modo. Et quand on parle des douanes et des routes commerciales, bien sûr, entre en jeu la question des prix, parce que initialement, donc quel que soit le produit d'ailleurs, un produit mais qui va voyager sur des centaines et des milliers de kilomètres, va inévitablement augmenter en prix à cause du coût du transport, tout simplement.
à cause du désir des investisseurs de réaliser un certain profit. Et puis, quand on passe par les autorités douanières dans chaque échelle commerciale, dans chaque centre urbain, mais il peut y avoir aussi, par exemple, à l'issue d'une campagne militaire, par exemple, des ports douaniers improvisés, par exemple, voilà, autour d'un camp militaire où il y a des centaines et des milliers d'esclaves. Et donc, chaque soldat preneur d'esclaves, et donc futur marchand d'esclaves aussi, à sa petite échelle individuelle, va se faire tamponner sa prise individuelle par donc une autorité douanière. Par ailleurs, le droit du souverain, c'est 1/5 des prises du butin de guerre aussi, donc soit en nature, soit en numéraire. Donc voilà, ça va dépendre de la manière dont on organise l'approvisionnement du service personnel du sultan et du palais et de la capitale impériale. Mais donc ce 5e du butin revenant au souverain, donc le khums ou le quin aussi, ça se décide selon les cas. Donc voilà. Les soldats peuvent avancer de l'argent aussi pour le 5e de ce qu'ils ont pris, ou bien ils peuvent aussi donner, par exemple, un esclave sur 5 de ce qu'ils ont capturé, etc. Mais je faisais une longue phrase qui s'est interrompue quand j'ai parlé de l'organisation des campagnes militaires. Donc, dans la mesure où vous circulez, par exemple, du nord de la mer Noire vers la Syrie, disons, parce que des esclaves moscovites, polonais, etc., vont être acheminés depuis Kaffa jusqu'à Damas, et même au-delà, bien sûr, plus loin, en Égypte, en mer Rouge, etc. Et à chaque étape, donc, le prix devrait être augmenté. Comme soulignait Eric tout à l'heure, il y a, donc, c'est selon les règlements provinciaux, il y aura des tarifs fixes par nombre d'esclaves, et il y aura aussi sur l'acte d'achat et de vente une part donc prélevée à la fois sur l'acheteur et le vendeur de façon fixe aussi, mais bon, ça évolue. On ne va jamais dire que c'est 10 aspres sur 2 siècles, mais ça sera toujours revu à la hauteur aussi des réévaluations, d'évaluations monétaires. Parfois, c'est un pourcentage, par contre, ce n'est pas forcément un prix, un tarif fixe en numéraire, parfois c'est un pourcentage. Donc ça dépend vraiment des échelles commerciales, des provinces, des règlements provinciaux aussi, donc qui régissent un peu ces tarifs douaniers. Mais c'est juste pour dire que les épices au départ en Insulinde, par exemple, coûtent absolument rien. Enfin, c'est un produit local, voilà. Mais quand il s'agit de les amener dans les Flandres, voilà, donc tout ce que ça vous demande en logistique et en frais douaniers font qu'il y a une vraie flambée des prix et une spéculation autour de ça aussi, à condition que vous puissiez bien préserver le produit pendant l'acheminement et au point d'arrivée. Donc, par rapport à, justement, aux tensions éventuelles avec les autorités étatiques et donc la corporation des marchands d'esclaves, bon, ce qu'on peut dire déjà, premièrement, c'est que la corporation des marchands d'esclaves, donc il y en a en gros pour chaque centre urbain, là où il y a des autorités municipales, judiciaires et donc militaires, donc, qui, en gros, accréditent des corporations marchandes ou artisanales qui ont le monopole de production, de manufacture ou de commercialisation aussi de certains produits. Et en l'occurrence, officiellement, les corporations de marchands d'esclaves, officiellement reconnues dans les centres urbains par les autorités ottomanes, sont les seuls autorisés à commercer en esclaves. Or, il y a beaucoup de particuliers qui sont leurs clients qui vont faire des reventes d'esclaves, évidemment, et qui ne vont pas nécessairement passer par la corporation des marchands d'esclaves du centre urbain de proximité pour réaliser ces transactions. Donc, on peut souligner cet aspect-là. Et un certain paradoxe, et peut-être un autre paradoxe aussi que je vais souligner plus généralement, c'est, donc, avant de revenir au commerce des esclaves, et peut-être c'est après ces deux paradoxes que je m'arrête, et avant de reprendre d'autres éléments pendant la discussion. Plus généralement, donc, pour revenir juste au commerce concernant l'Empire ottoman en général, il y a une abondance de la littérature scientifique et des sources d'archives, et donc
disons, tous les pays concernés, si vous voulez, mais aussi de la littérature scientifique qui mettent l'accent sur le commerce de l'Empire ottoman avec, en gros, l'Europe occidentale. Donc, il y a des données massives et donc, à n'en plus finir. Donc, voilà, des travaux scientifiques se poursuivent depuis le 19e siècle là-dessus. Ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Seulement, jusqu'au 18e siècle, donc les liens commerciaux avec l'Europe occidentale, ça ne correspond pas à plus de 10% du volume commercial donc, qui concerne l'Empire ottoman. Donc le gros, bien sûr, c'est le commerce interne. Bon, de toute façon, c'est un empire tricontinental. C'est des territoires assez massifs. Et donc, un des enjeux de la taxation douanière aussi, c'est la taxation interne aux circulations entre différentes provinces. Mais aussi, bien sûr, c'est le commerce avec donc, les contrées asiatiques, donc l'Asie centrale, bien sûr, à commencer par la Perse, l'Asie orientale, l'insulinde, et ainsi de suite. L'Afrique orientale, bien sûr, et donc une certaine partie de l'Afrique subsaharienne aussi, mais ça concerne beaucoup plus les provinces africaines, donc voilà, égyptiennes et maghrébines de l'Empire. Mais en tout cas, les sources sont très lacunaires. Les travaux scientifiques sont donc en nombre incomparable à ceux qui concernent les relations avec les puissances occidentales, à commencer par les républiques marchandes italiennes. Donc, Eric évoquait la question des capitulations. Donc, qui sont si vous voulez, des traités commerciaux, donc conclus avec un peu unilatéralement aussi, même si c'est à la suite de certaines négociations. À partir du XIVe siècle, d'ailleurs, hein, même quand les Ottomans sont un petit État, déjà, il y a des premières capitulations passées avec les Génois, les Vénitiens, qui vont se renouveler. Bien sûr, d'ailleurs, une des règles, c'est que ça se renouvelle à la fin de chaque règne, parce que les actes d'un souverain s'arrêtent à sa mort. Et donc, pour leur validité juridique, il faut les renouveler, ou avec des modifications éventuellement. Mais donc, ce n'est pas du tout quelque chose d'automatique, même si ces échanges sont très ancrés dans les rapports, évidemment. D'ailleurs, par rapport à ça, ce qu'on peut dire, c'est que ces capitulations, donc aussi qui sont parfois conjuguées avec des traités de paix, par exemple avec Venise notamment, parce que c'est avec Venise, bon, il y a en gros 4 périodes de guerre principales, sauf que sur à peu près 3-4 siècles, l'immense partie de la chronologie des relations vénéto-ottomanes sont paisibles et très commerçantes. Mais il y a des habitudes, des mauvaises habitudes prises par certains soldats qui consistent à réduire donc régulièrement des Vénitiens en esclavage, notamment par exemple dans l'espace adriatique. Mais quand intervient un nouveau traité de paix, ceux qui ont été capturés depuis la signature ne sont pas de bonne guerre, et il faudrait donc que cette réduction en esclavage soit réversible. Mais quand les esclaves en question ont déjà voyagé des centaines de kilomètres, par exemple, donc bon, le temps de porter plainte, par exemple, aux autorités à Istanbul, et donc même si la situation est totalement illégale, et donc les personnes lésées doivent être dédommagées, et surtout les personnes concernées doivent être libérées, etc. Donc le temps de transport, de circulation de l'information, et aussi le fait même de déterminer les coupables, etc., c'est toute une logistique très difficile à mettre en place. Et ça concerne également les Tatars criméens, par exemple, du nord de la mer Noire, qui s'en prennent également aux autres puissances tributaires des Ottomans, donc notamment les principautés roumaines, la Transylvanie, la Moldavie, la Valachie, donc qui versent un tribut annuel aux Ottomans en contrepartie de la protection de leur territoire et de leurs sujets. Or, il y a donc des excursions tatars qui sont lancées en direction de leur territoire aussi, sauf que les esclaves issus de ces territoires donc, ne doivent pas l'être, ne doivent pas être. Ce sont des personnes sous la protection du sultan. D'ailleurs, l'autre paradoxe, donc par rapport au volume commercial et la littérature scientifique, l'autre paradoxe, c'est que dans un État ou dans une géographie très large où l'esclavage est légal, vous avez encore plus d'esclavage illégal. Parce que ce n'est pas anormal en soi de vendre une personne sur une place publique. Ça n'a rien de choquant, c'est tout à fait banal. Et c'est pourquoi
il y a tout un marché noir et trans-égéen, par exemple, à cause de la piraterie qui sévit dans ces eaux. Et il y a des territoires vénitiens aussi qui sont, voilà, notamment donc, insulaires en mer Égée, mais aussi donc, à la fois des ennemis des Ottomans, mais aussi des aventuriers marins ottomans donc, se lancent dans des entreprises de capture de personnes des villages des côtes de la mer Égée, et donc pour les vendre à d'autres Ottomans ou en dehors de l'Empire ottoman. Et là encore, donc, les difficultés de communication et d'intervention dont je parlais donc, entrent en jeu. Et donc la situation concerne aussi donc, la justice sultanienne dans ce cas de figure, parce que c'est l'engagement de la parole du sultan, à la fois vis-à-vis de ses propres sujets qui doivent être protégés de ce type d'enlèvement et de réduction en esclavage. C'est la moindre des choses, donc en contrepartie du paiement des impôts aux souverains, mais aussi c'est l'engagement de la parole donc des représentants de l'État vis-à-vis de leurs interlocuteurs, donc, notamment occidentaux, avec qui donc, des traités de paix et de libre circulation commerciale sont en cours. Merci beaucoup pour ce grand panorama, hein, et on voit à quel point la question des esclaves engage très clairement ici l'autorité de l'État et le respect de la parole du souverain. On va changer de contexte impérial et se rapprocher dans le temps. Nous tourner maintenant vers un autre contexte, d'ailleurs plus colonial, celui du protectorat français en Tunisie, puis plus largement le contexte, hein, du Maghreb colonial, où la question, hein, qui nous occupe depuis le début de cette table ronde, évidemment, se pose dans des termes très différents. Je me tourne donc vers Nessim Znayen, que je remercie une fois encore de sa participation et à qui je passe la parole. Bonjour, merci à vous et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je suis désolé, j'avais eu un engagement familial à Marseille ce week-end et je n'ai pas pu le décaler. Donc, je me fais un plaisir de discuter avec vous depuis Marseille. Et je vais peut-être commencer, alors je vais essayer d'être assez synthétique, je vais commencer par revenir sur un point qu'a mentionné Éric Vallet, puis un autre qu'a mentionné Hayri Skuraï. Et puis ensuite, je vais vous peut-être donner les trois idées que j'ai sur la relation entre État et commerce au moment du Maghreb colonial. Le premier point qu'a mentionné Éric Vallet, c'est la littérature scientifique. Et quand je me suis penché sur cette question-là pour préparer la table ronde, je me suis rendu compte qu'au final, en tout cas d'un point de vue macro, l'histoire économique du Maghreb colonial avait été quand même relativement sous-investie par des historiens français ou européens, en tout cas français, en tout cas moins investis que les chercheurs nord-africains qui ont travaillé sur l'histoire du Maghreb colonial. L'une des explications que je vois à cela, c'est que l'histoire, la grande période de l'histoire économique et sociale, de l'historiographie économique et sociale, c'est l'école des Annales, qui a eu son heure de gloire dans les années 1970, donc à un moment donné où la colonisation venait finalement de finir, et le moment... et par ailleurs, l'école des Annales se concentrait beaucoup sur des périodes chronologiques d'histoire médiévale et d'histoire moderne et un peu moins d'histoire contemporaine. Et finalement, lorsqu'il y a eu un renouveau de l'histoire coloniale au début des années 2000, eh bien, on avait changé aussi de contexte historiographique en France avec davantage de publications d'histoire sociale, d'histoire culturelle qui peuvent aborder les relations entre État et commerce, mais seulement à l'échelle micro souvent et à l'échelle de certains groupes sociaux. Et à l'inverse, les chercheurs nord-africains ont beaucoup plus investi cette question-là parce que c'était aussi une manière de montrer la prédation coloniale et les effets négatifs de la colonisation, en tout cas française, outre-mer. C'était pour le point concernant Éric Vallet. Et puis, concernant ce que venait de dire Hayri, l'un des changements majeurs de l'époque contemporaine en Méditerranée au Maghreb, c'est l'abolition de l'esclavage. Pour ce qui est des trois États du Maghreb, en Tunisie, l'esclavage est officiellement aboli en 1846, en Algérie en 1848, en même temps que la France métropolitaine, et au Maroc un peu plus tard en 1920. Mais finalement, est-ce qu'on peut en conclure qu'il s'agit là
d'une mise au pas du commerce par rapport à des enjeux étatiques, il faudrait être nuancé. Nuancé par exemple pour la Tunisie, parce que l'État a aboli en premier l'esclavage en 1846, sous la pression d'ailleurs d'intérêts politiques et économiques anglais, mais en même temps l'esclavage en tant que tel continue à perdurer sous d'autres formes, et des lois sont ensuite promulguées d'abolition de l'esclavage en 1890, preuve de la difficulté de maintenir la première loi. Concernant l'Algérie, alors la colonisation française en Algérie avait officiellement aussi pour but de lutter contre l'esclavage à la suite de l'abolition, notamment en Angleterre en 1833, mais les intérêts politiques français ont longtemps essayé d'éluder la question, en disant par exemple que abolir l'esclavage était impossible économiquement en Algérie, était même pas souhaitable pour le bien-être des travailleurs, et puis ensuite était une preuve d'irrespect sur une culture musulmane qui aurait en tout temps favorisé l'esclavage. Et donc finalement, l'abolition officielle de l'esclavage, évidemment remplacée par d'autres formes de domination, est quelque chose qui a pu avoir lieu au XIXe siècle, mais de manière assez nuancée, de manière souvent assez tardive. En tout cas, la volonté politique a pu être assez tardive. Et puis ensuite, il y a la période coloniale. La période coloniale et puis les quelques décennies après les indépendances qui, me semble, dans la relation entre État et commerce, se caractérisent par trois phénomènes ou trois grands axes. Le premier axe, c'est celui d'une tentative d'imposition du libre-échange, finalement, en Méditerranée. Et c'est quelque chose qu'on a pu observer, par exemple, pour la Tunisie, avant même la colonisation, pour le Maroc également. Il y a des traités qui sont imposés à la Tunisie par les puissances européennes pour essayer de diminuer les prix des produits importés en Tunisie. C'est également, en Tunisie, il y a le grand traité, c'est avant la colonisation, c'est 1868, où on impose des droits de taxe de 3% lorsque, dans les autres provinces ottomanes, puisqu'on est encore sous l'Empire ottoman, les droits de taxe sont autour de 20%. Et puis au Maroc, également avant la colonisation, je vous rappelle que la colonisation du Maroc officielle, c'est 1912, mais la colonisation économique est antérieure, et à partir des années 1880 à peu près, de grandes lois imposent du libre-échange entre le Maroc et les puissances européennes, ce qui a pour conséquence notamment de favoriser les importations venues d'Europe au Maghreb et les importations notamment de produits issus des manufactures européennes et des manufactures anglaises en particulier. La chéchia, c'est un exemple assez connu. La chéchia maghrébine s'effondre au XIXe siècle, la production de chéchia maghrébine, puisque avec ces lois de libre-échange, les chéchias fabriquées en Europe, et puis ailleurs d'ailleurs dans le monde, affluent sur le marché, y compris maghrébin, et cassent les productions artisanales locales. Donc le premier mouvement, c'est celui de l'imposition de politiques de libre-échange en Méditerranée à l'époque coloniale, qui se poursuivent après finalement l'indépendance. C'est un des points sur lesquels les États post-indépendants agissent assez peu. Le deuxième élément moteur, c'est celui de l'investissement de l'État dans quelques secteurs jugés stratégiques, quelques secteurs de niche, et l'aide de l'État à quelques grands intérêts financiers, notamment des banques. L'État français aide particulièrement l'investissement, par exemple, du Crédit Lyonnais en Algérie et en Tunisie, l'investissement foncier, l'investissement dans certaines entreprises, également l'ancêtre de BNP Paribas, qui est le CNEP, qui bénéficie d'un certain nombre d'avantages des États coloniaux, d'administrations coloniales qui prennent en charge la ponction de certaines terres ou de certains monopoles. Je vous donne un chiffre pour ce qui est par exemple de l'Algérie. En Algérie, les terres réquisitionnées par les Français au cours de la colonisation équivalent à 2 fois la taille de la région parisienne, pour les intérêts européens, enfin français en particulier, et en particulier pour les intérêts des grandes banques. Les secteurs de niche
sont assez connus. Il s'agit de l'arachide, du coton, des secteurs qui échouent progressivement, du blé et puis surtout du vin, puisque la France métropolitaine connaît une grande crise viticole dans les années 1870, la crise du phylloxéra. Un tiers des vignobles français est arraché et un marché se libère finalement en France métropolitaine qui bénéficie aux intérêts économiques viticoles au Maghreb. Et il s'agit là en fait finalement d'une politique d'investissement de l'État qui aide à la production d'un certain type de marchandises, en l'occurrence le vin, en particulier en Algérie. Le vin correspond à 90% des recettes du commerce extérieur algérien durant la colonisation. Donc, le deuxième phénomène sur lequel je voulais revenir, c'était celui-là, c'est-à-dire l'investissement de l'État dans quelques niches jugées commerciales et puis, du coup, le désinvestissement ou l'inintérêt sur tout un pan de l'économie qui ne concernerait pas les relations commerciales finalement entre la France et les colonies. Et puis le troisième mouvement, c'est celui du contrôle des prix, en tout cas jusqu'aux années 1970 à peu près. Avant, c'était un privilège des municipalités. Et puis, les prix liés à l'énergie sont progressivement investis, notamment après la Seconde Guerre mondiale, par l'État colonial et puis par l'État post-indépendant, puisque dans les années 1960, la décennie 1960 correspond partout au Maghreb à une prise en charge importante de l'État, sous le modèle de l'URSS et sous le modèle aussi de certains économistes comme Ricardo, une prise en charge importante de l'État, de certains monopoles, de nationalisation, avant que l'on aboutisse à une dérégulation ou en tout cas à une politique de libéralisme beaucoup plus fort à partir des années 1970, un désinvestissement de l'État, notamment sur le prix du gaz, le prix de certaines matières premières, à des exceptions près, puisque par exemple, lorsque l'État tunisien a essayé de se désengager du contrôle du prix du pain dans les années 1980, cela aboutit à des manifestations qui ont obligé le gouvernement de l'époque de reculer. Donc c'était les trois choses sur lesquelles je voulais insister. La première, c'est le libre-échange, des politiques de libre-échange forcées entre l'Europe et le Maghreb. La deuxième, c'est l'investissement sur certains secteurs clés. Et puis la troisième, c'est le contrôle des prix de certains produits jugés sensibles politiquement, en tout cas jusqu'aux années 1970, et puis jusqu'à nos jours pour certains de ces prix qui sont jugés les plus sensibles pour le contrôle des populations. Merci beaucoup, Nessim Znayen, pour ces perspectives ouvertes sur la question de l'état du commerce en contexte colonial et postcolonial. Je suis frappé par ce que vous dites évidemment sur la question du contrôle des prix, notamment du pain. Et c'est des questions qui, chez les médiévistes aussi, résonnent très bien sur ce contrôle très étroit du prix du pain sur les marchés urbains, tout simplement parce que l'émeute se déclenche si les prix augmentent trop brutalement. Il y a de fameuses affaires, notamment en Égypte à l'époque fatimide, autour de ces questions-là, la surveillance du prix du pain, la lutte contre la spéculation aussi, dans lequel s'engagent les autorités. Alors, peut-être pour un deuxième tour de table plus rapide, puisque la table ronde est déjà bien avancée, je vous proposerais bien à tous les trois de prendre la question un peu dans l'autre sens. Nessim l'a déjà un petit peu fait autour de la question du libre-échange, c'est-à-dire comment l'État utilise le commerce ou par exemple une politique de libre-échange comme moyen d'expansion. C'est-à-dire le commerce comme arme, comme instrument de domination, comme levier d'expansion pour l'État. Je pense que la question peut se poser des titres divers dans les trois contextes que vous travaillez. Je vous laisse y répondre si vous le souhaitez, dans l'ordre que vous le souhaitez, puisque maintenant que le décor a été bien posé, je pense qu'on peut s'amuser un peu plus avec la chronologie. Qui veut commencer ?
Heidi est désigné. D'accord. D'ailleurs, je ne vais pas répondre très directement à cette question. Mais déjà, donc, avec l'expansion territoriale, il y a, disons, une incorporation pragmatique des structures commerciales sur place. Donc, je ne vais pas me répéter sur l'institution douanière, hein, mais vraiment l'enjeu aussi de l'expansion territoriale, c'est pas seulement bien sûr donc mettre en place la fiscalité, les forces armées, etc. Mais c'est aussi de prendre en main le contrôle physique des routes commerciales et donc des revenus des produits qui transitent par ces territoires-là. D'ailleurs, par rapport au prix, justement à la fixation des prix, donc d'ailleurs, voilà, que Nessim a évoqué, il travaille beaucoup là-dessus aussi, donc sur le long 19e siècle. Bien sûr, cette institution est ancienne, c'est le Nar, donc, et annuellement, autour du mois de Ramadan, on va, donc dans chaque municipalité, si vous voulez, donc les autorités vont solliciter l'expertise marchande commerçante et donc également en prenant en compte la situation socio-économique des habitants de la ville pour donc vérifier les prix plafonds et donc réaffirmer les prix plafonds pour l'année suivante. Les esclaves ne sont pas concernés parce que les esclaves ne sont pas une denrée de première nécessité, même si c'est donc une marchandise qui a déjà la particularité d'être humaine et qui est très décisive pour, disons, l'expansion, disons, du corps des fidèles, à la fois de la religion, du sultan aussi. Et puis, il y a la prise en main de l'expansion de l'Empire et du contrôle du commerce des esclaves de manière populationniste aussi. Donc, il y a un vrai enjeu démographique en plus de l'enjeu lucratif. Parce que par rapport à la production issue d'une main-d'œuvre servile, le commerce des esclaves est beaucoup plus lucratif en tant qu'activité marchande. Déjà, on devrait souligner peut-être ce point, mais aussi à terme, parce que avec chaque esclave acheté, il y a un affranchissement potentiel à la clé aussi, au bout d'une période de 10-20 ans parfois. Et il y a cet enjeu aussi de d'étendre la population de l'Empire grâce à l'esclavage. Donc peut-être pour répondre à ta question, je peux évoquer plutôt cet élément-là, et avant d'ajouter juste l'abondance d'une littérature qu'on peut qualifier de physiognomonique, donc c'est voilà, ce qui est firasa ou qiyafa en arabe, donc qui est en gros l'étude des traits physiques externes des personnes humaines pour en détecter les qualités intellectuelles, morales, ainsi de suite. Donc la forme du nez et l'écart entre les yeux, ça va vous révéler, donc d'après les croyances investies dans cette littérature scientifique et pseudo-scientifique, un peu médicale, mais pas totalement médicale non plus. Donc ça vous donne des gages de sécurité sur l'esclave que vous êtes en train d'acheter ou de refuser d'acheter aussi. Donc c'est une sorte de littérature très abondante à partir de l'époque médiévale qui est là aussi pour armer le client du marché urbain contre l'escroquerie très répandue de cette corporation des marchands d'esclaves, voilà, qui ne sont pas du tout dans le métier le plus prestigieux, disons, de leur temps. En tout cas, ils sont toujours prêts. Même si l'esclavage n'a rien de choquant en soi pour les gens de l'Empire, le métier est quand même un peu méprisé. Et donc, on est aussi, par exemple, l'intervention étatique, donc la police des marchés, le Muhtasib, donc, qui est aussi une institution à la fois byzantine mais islamique médiévale, est là aussi pour essayer de prévenir les ruses éventuelles des marchands, par exemple, qui vont essayer de couvrir par des tissus les blessures, etc., des esclaves, ou bien les maquiller d'une certaine façon, justement pour que l'acheteur féru de la physiognomonie ne puisse pas détecter certains éléments en examinant le visage et le corps. Merci. Eric ? Oui, alors il y aurait beaucoup de choses qui en fait sont communes avec ce que
entre la période, disons, ottomane et puis la période qui précède. Moi, je voudrais juste rebondir, répondre bien sûr à la question que nous a posée Julien Loiseau, mais rebondir aussi sur 2-3 éléments qui ont été avancés par à la fois Hayri et Nessim, sur donc ce qui me paraît être les éléments d'articulation entre les différentes périodes et autour de ces questions de relations pouvoir et commerce. Une première chose qui est vraiment importante, c'est à partir de ce chiffre que tu nous mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire ces 10% de l'Europe dans les échanges de l'Empire ottoman. Et je crois que c'est vraiment effectivement quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est-à-dire que jusqu'au XIXe siècle, on est quand même dans une situation où la vraie scène où se jouent ces rapports entre commerce et État, ce n'est pas la scène, disons, islamo-européenne ou méditerranéenne, c'est ailleurs, et c'est notamment en direction de l'Asie. Ça, c'est un premier point sur lequel je veux vraiment insister. Le deuxième, c'est par rapport à ces 3 éléments, disons, dans cette carte d'identité de l'État colonial que nous adressait Nessim Znayen. Le choix disons, de secteurs de niche, le combat pour le libre-échange, mais qui est en fait une manière d'établir une forme de domination évidente, et puis le contrôle des prix. Bien repérer, poser la question de la modernité. Qu'est-ce qui est moderne, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Je pense que en particulier sur le fait de sélectionner des secteurs de niche, ou bien de contrôler les prix. Là, on est dans quelque chose de longue durée, qui n'est pas du tout propre à l'État colonial, mais qui était déjà à l'œuvre. Et je vois donc avec plaisir que Mohamed Warfeli est présent ici, qui a travaillé notamment sur la culture du sucre, en Méditerranée, et qui a bien montré donc l'importance de cette culture en Égypte, le fait qu'il y a eu une vraie impulsion donc à partir de la conquête de l'Égypte par les Fatimides au Xe siècle, qui a entraîné la multiplication de la culture du sucre et des raffineries de sucre aussi, qui a fait de l'Égypte la grande puissance sucrière de l'espace méditerranéen pendant quelques siècles, jusqu'à ce que finalement cette politique de niche qui avait été portée par les Fatimides se heurte à toute une série de blocages, notamment à partir du XIVe siècle, et à un épuisement de longue durée aussi, des ressources qui permettaient de porter cette culture ottoman spéculative. Donc la spéculation qu'évoquait Nessim sur l'arachide, enfin sur ces types de culture commerciale, c'est quelque chose qui est tout à fait, qui est dans la longue durée, inscrit dans la carte de visite de ces États du monde islamique. En revanche, et c'est là que je voulais en venir, il reste la troisième question du libre arbitre. Enfin, du libre-échange, pardon. C'est un autre débat. La question du libre-échange. Parce que là, effectivement, qu'est-ce que signifie le libre-échange concrètement ? Il signifie accorder, donc, d'État à État, une situation par laquelle donc, chacun de ces États se désarme dans les bénéfices qu'il va retirer de l'échange commercial. Et ça, c'est quelque chose qui est en rupture assez fondamentale avec les pratiques antérieures, qui, elles, sont des pratiques qui sont toujours des pratiques graduées en fonction de qui on a affaire. C'est-à-dire que l'État, bien sûr, va pouvoir exempter un certain nombre de marchands de taxes. Donc, il y aura un libre-échange mesuré pour certains marchands qui intéressent l'État pour certaines marchandises, les esclaves, par exemple, ou d'autres marchandises, mais qu'il va, en fonction de l'identité des marchands, des produits qu'ils commercent, adopter donc des sortes de barrières et un comportement graduel. Alors ça signifie ici que on est quand même dans un rapport au commerce dans la période prémoderne, c'est-à-dire avant le XVIIIe siècle, dans un rapport au commerce qui ne sépare pas l'activité de commerce avec, je dirais, le type de relation que l'État doit entretenir avec ses sujets, et qui fait que certains marchands qui présentent certaines caractéristiques de puissance, de richesse, mais aussi en fonction du lieu d'où ils viennent, du type de produit qu'ils commercent, vont être traités d'une manière particulièrement bienveillante par l'État, alors que le tout venant des marchands, lui, sera traité d'une manière beaucoup plus ordinaire, et le traitement sera délégué à l'administration. Donc on est aussi dans un système où l'État, et en particulier le sultan, c'est-à-dire le souverain, va se payer le luxe de pouvoir entretenir des relations particulières avec certains marchands. Et donc c'est pour en venir à ta question finalement, c'est-à-dire ce qui va être le principal moteur
disons, de l'usage du commerce comme instrument de pouvoir, comme instrument de puissance. Ça va être essentiellement à travers ces relations nouées entre les souverains et certains de ces marchands plus puissants, dans le cadre de ce que j'ai appelé moi dans mon travail l'État réseau, c'est-à-dire un État qui définit une partie de sa puissance par sa capacité à contrôler des réseaux qui dépassent ses frontières, plus que par, je dirais, un commerce qui va être le moteur d'une expansion militaire. Alors ça, c'est par exemple un argument qui est très peu présent dans les idéologies étatiques prémodernes. On ne verra que très rarement un souverain dire qu'il va étendre les frontières de son État pour contrôler telle ou telle région. Ça fait mauvais genre, quoi. On n'a pas le droit de faire ça. L'État est protecteur des marchands, il est protecteur de la liberté de leur circulation, mais il ne va pas mettre en avant, disons, cet objectif lucratif. En revanche, du point de vue des pratiques, effectivement, on aura un certain nombre de configurations dans lesquelles ce qui va être recherché, c'est effectivement un travail d'influence politique via les marchands, via le commerce. Merci. Je me tourne vers Nessim, Nayen. Est-ce que vous voulez reprendre cette question du libre-échange donc du commerce comme moyen d'expansion de l'État ? Oui, peut-être ce que je pensais à ça en écoutant Éric Verdeil notamment. En fait, Éric Vallet. Le libre-échange... oui, pardon, il y a aussi Éric Verdeil dans la vie, mais Éric Vallet que j'avais rencontré à Tunis d'ailleurs, il y a quelques années. Oui, pardon. Pour ce qui est du libre-échange, finalement, je vous ai dit qu'il y avait une politique qui était claire de la part de l'État colonial d'imposer une baisse des droits de douane, et puis avant l'État colonial, avant la colonisation officielle, sur l'immense majorité, voire la quasi-totalité des produits, mais je dis la quasi-totalité parce qu'il y a des produits sur lesquels l'État colonial a encore un certain nombre de leviers de main. Et ce sont justement ces produits stratégiques. Ces produits de niche sur lesquels je vous ai dit qu'il y avait un investissement particulier de l'État, c'est aussi des produits sur lesquels l'État ne se désengage pas vraiment de la question commerciale et tente encore de contrôler par des systèmes de droits de douane ou par des systèmes d'imposition de prix le commerce, et donc n'est pas dans un sens protecteur des marchands, en tout cas est protecteur de certains intérêts, mais pas nécessairement nord-africains, de certains intérêts européens. Je pense par exemple au vin et aussi au blé, parce que finalement la politique du blé concernant le Maghreb est tout sauf une politique de libre-échange, en tout cas à partir des années 30. C'est-à-dire que le ministère de l'Agriculture français impose un prix du blé en Tunisie, en Tunisie et en Algérie, impose également le commerce, c'est-à-dire le montant de ce qui doit être acheminé en Europe à partir du Maghreb, ou l'inverse, puisque c'est aussi le seul moyen de définir un prix du blé, c'est de contrôler les importations et les exportations. Et finalement, le ministère de l'Agriculture impose aux autorités politiques françaises en Tunisie, aux résidents généraux, des choix commerciaux qui ne sont pas nécessairement en faveur ni de l'intérêt des marchands européens en Tunisie, ni même de l'intérêt politique du résident général, puisque le ministère de l'Agriculture français raisonne à partir de la priorité qui est la fixation du prix du blé en France. Et donc l'Algérie et la Tunisie sont des variables d'ajustement. Et puis la deuxième chose concernant le libre-échange sur lequel je voulais rebondir, c'est qu'il y a effectivement à l'échelle micro une tentative de surveiller de très près le prix de certains produits, mais c'est une tentative, une politique que l'État colonial n'a souvent pas les moyens finalement de mettre en place, puisque en fait pour cela il faut négocier de manière très directe avec certains commerçants. Pour ce qui est du prix du pain, il faut négocier avec les boulangers et avec les meuniers. Et pour cela, il y a des figures très importantes. Le chef de la corporation des boulangers ou des meuniers, c'est Lamine, qui reçoit ses ordres du Cheikh El Medina, le maire de la ville. Et en fait, ce sont deux personnages qui sont tunisiens, pour ce qui est de la Tunisie, mais c'est le cas également pour l'Algérie. Ce sont deux personnages qui ont une énorme marge de manœuvre par rapport aux autorités coloniales, parce qu'ils connaissent le terrain,
contrairement aux résidents généraux ou à ses préfets, les contrôleurs civils. Donc là aussi, on peut nuancer dans les pratiques les tentatives soit de libre-échange, parce que libre-échange, oui, sauf sur certains produits, soit de contrôle très fort des produits, parce que en vérité, l'État colonial n'a pas toujours les moyens de contrôler le prix des produits. Merci beaucoup, Nessim Znayen. Merci à tous les trois. Il nous reste un peu de temps pour des questions avec le public. Donc la discussion est ouverte. Alors, il y a une première question ici au premier rang. Gabriel Martinez-Gros. Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas le toucher. Donc merci beaucoup d'abord pour la qualité de vos interventions, qui est remarquable, je trouve. Et puis peut-être pour faire davantage contraste, ou pour essayer de faire contraste en tout cas entre l'époque contemporaine et les temps plus anciens, je voulais vous demander ce que vous pensiez de la présence dont l'économie politique moderne s'est totalement passée, c'est un véritable trou noir pour elle, de la guerre dans le commerce. C'est-à-dire que il me semble que le commerce médiéval ou ancien a très souvent besoin de la guerre pour assumer des positions et de la paix pour les maintenir ou pour assurer tout simplement la fluidité des échanges commerciaux. Et donc que l'État est en ce sens évidemment tout à fait central dans le commerce. Enfin, il est inséparable. S'il est vrai que la guerre et la paix sont avant tout des privilèges de l'État, ces privilèges sont inséparables du commerce. Voilà. Qui veut répondre? Qui veut répondre le premier? Excusez-moi, Nessim, mais un peu moins, c'est sûr. Peut-être, alors je peux effectivement dire quelques mots sur cette question-là. Alors, ça dépend effectivement de quel point de vue on se place. Si on est effectivement du point de vue des marchands, donc on a quand même conservé de l'époque médiévale un certain nombre de témoignages de l'intérieur, notamment dans le cadre de correspondances marchandes, alors qui sont abondantes du côté des marchands latins, méditerranéens, italiens, catalans, et dont certains nous parlent pour ces marchands qui soit étaient en contact avec d'autres marchands installés au Levant ou étaient eux-mêmes installés, témoignent de ces situations-là. Et c'est vrai que la guerre, c'est la catastrophe absolue, de leur point de vue. C'est toujours, disons, une situation qui va entraîner des à-coups très importants dans l'approvisionnement et qui est une période de risque essentielle, puisque lorsque le souverain fait la guerre, ça veut dire qu'il va devoir lever des troupes supplémentaires, ça veut dire qu'il a besoin de moyens supplémentaires pour les payer, et que donc il va naturellement se tourner d'abord vers qui? Vers les marchands, et en particulier les marchands étrangers qui sont, disons, les plus fragiles sur son territoire. On a aussi donc cette préoccupation dans des lettres marchandes qui ont été écrites depuis l'intérieur du monde de l'islam. Alors il y a en particulier ce fonds que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, mais qui, ça me donne l'occasion de le faire, ce fonds fascinant qui est celui de la Guéniza du Caire. Donc ce fonds de documents qui ont été jetés dans une annexe de l'une des synagogues du Vieux-Caire par donc les membres de la communauté juive du Caire sur plusieurs siècles, et au sein duquel on a retrouvé beaucoup de textes religieux, hébraïques, mais aussi un certain nombre de lettres marchandes et d'autres documents de la pratique, qui datent notamment de la période des 11e, 12e siècles. Et on a dans certaines de ces lettres l'évocation également de situations de conflit, aussi bien en Méditerranée que dans l'océan Indien, et de la peur, de la panique que cela pouvait engendrer chez les marchands. Alors maintenant, du point de vue de l'État. Du point de vue de l'État, en fait, on a la guerre n'est que la dernière option d'une toute une série de gradations, toute une gradation d'attitudes dans laquelle l'État va se situer, et en particulier qui va de pratiques qu'il va pouvoir mettre en œuvre dans le cadre du contrôle des relations commerciales, entre le laisser-faire complet, qui est une attitude qui a existé, même si ce n'est pas non plus forcément l'attitude qui a été suivie de la manière la plus disons, cohérente, et l'état de guerre avec ce qu'il peut signifier également donc, de réquisition, de prédation, de butin. Il y a donc cette situation un peu intermédiaire qui est la pratique du boycott.
Et donc ça, c'est un point sur lequel je me suis beaucoup intéressé, que j'ai retrouvé d'ailleurs aussi bien dans les espaces méditerranéens que j'ai pu étudier que dans les espaces de l'océan Indien. Cette pratique du boycott commercial, était une pratique qui était en fait relativement répandue. Dès que l'on avait un problème avec une puissance voisine, avant même de lui faire la guerre, une bonne manière de mettre la pression sur cette puissance voisine pouvait être soit d'interrompre les relations commerciales avec elle, soit d'emprisonner ses marchands ou de leur faire toute une série de mauvaises manières. Et donc de cela, on a donc toute une série d'exemples à la fin du Moyen-Âge, enfin dans différents contextes. On a aussi un certain nombre de cas où les choses ont mal tourné. Et je pense en particulier à cet incident, mais qui a été extrêmement important dans l'histoire mondiale, qui est le sort réservé donc à cette caravane envoyée par Gengis Khan donc au souverain du Khwarizm Shah, donc dans les années 1217-1218, au moment où Gengis Khan a déjà lancé l'offensive contre la Chine du Nord, et où il envoie une caravane avec, beaucoup de moyens pour acquérir des produits extrêmement riches et précieux dans cette zone très fascinante qui est pour lui donc l'est de l'empire de l'islam central, donc l'Iran, le Khorasan, donc aux bordures de l'Asie centrale, et où finalement la caravane avec les marchands, avec les ambassadeurs, est l'objet d'une attitude extrêmement hostile de la part du souverain du Khwarizm Shah, qui entraînera finalement l'invasion de cette région par Gengis Khan et donc la constitution de cet empire de part et d'autre de l'Asie centrale. Donc voilà, on est dans un ensemble de relations dans lesquelles il n'y a pas d'un côté la guerre et de l'autre ce qui serait la paix, mais dans lesquelles il y a toute une série de rapports de force qui vont se nouer autour du commerce et avec le commerce, et qui vont être extrêmement variables d'une période à l'autre. Nous avons le temps encore au moins pour une question. Sinon, je demanderai aux intervenants peut-être de répondre, mais voilà, je me tourne aussi vers le public, voir s'il y a d'autres questions. Si ce n'est pas le cas, Heidi, tu voulais répondre à la question posée? Pour changer l'ordre, on laisse répondre Nessim s'il veut réagir là-dessus. Et après... Nessim, sur la guerre? Je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses intéressantes à dire sur la guerre. Ce qui me frappe en regardant les archives, je connais davantage les archives tunisiennes, comme vous le savez, que les archives marocaines et algériennes. Ce qui me frappe en regardant les archives, c'est que du point de vue de l'État, c'est-à-dire de l'État colonial, les choses importantes en temps de guerre sont à la fois le contrôle des prix et puis surtout le contrôle de la contrebande, enfin en tout cas le fait d'essayer de limiter la contrebande. Ce sont ces points-là qui intéressent en tout cas en termes de volume archivistique l'État dans ces cas-là pour, je suppose, aussi garder une certaine la main en fait pour limiter le marché noir et donc de garder la main sur un certain nombre de rentrées économiques pour l'État, mais je suppose de façon pas si originelle que ça par rapport à un État non colonial, un État métropolitain français de la Seconde Guerre mondiale ou de la Première Guerre mondiale. Puis, concernant la période moderne, l'Empire ottoman de l'époque classique, bien sûr, le rôle de la guerre est décisif et c'est même une économie très, très militarisée. Et notamment, la manière dont l'approvisionnement de certains centres urbains est organisé, notamment avec justement ce point de vue qui privilégie d'abord l'approvisionnement des centres urbains du cœur de l'Empire avec les garnisons de ces villes en priorité, donc correspondant d'ailleurs aux armées centrales du sultan. Donc, la production en partie et l'acheminement commercial de certains produits de premier plan, donc non seulement alimentaire mais aussi pour l'équipement des armées. Donc, c'est un peu au cœur de la mainmise de l'État sur l'économie. Après, donc, les autres secteurs qui ne sont pas concernés, on les laisse s'organiser un peu de façon plus autonome. Mais voilà, on se fiche aussi du niveau, disons, d'autonomie alimentaire des provinces productrices.
parce que la priorité d'abord, c'est l'approvisionnement de certains centres urbains, à commencer par Istanbul, qui abritent donc les garnisons principales de l'armée. Et après, c'est aux provinces en interne de s'organiser et éventuellement de procéder à des achats, etc. Et puis, toujours dans le cadre des mobilisations de l'armée impériale, donc il y a quelque chose dont se plaignent beaucoup les commerçants et les artisans, notamment des corporations, parce que les corporations leur permettent une certaine autonomie interne et un certain monopole de production et de commercialisation, mais aussi ça fait d'eux des interlocuteurs privilégiés et subordonnés de l'État, et notamment dans le cadre des mobilisations militaires, donc de l'armée en campagne, soit sur le front occidental, soit oriental, parce que les deux sont des phénomènes très réguliers, soit en Hongrie, soit en Iran, soit les deux simultanément aussi, au cours du XVIe, XVIIe siècle notamment. Les corporations ont une certaine obligation envers l'État et l'armée de fournir un certain nombre de biens, d'hommes et de services. Ça, ces marchands ou artisans, on les appelle orducu, ordu l'armée, donc arméistes, si vous voulez. Ce sont presque des réservistes de l'armée parce qu'ils doivent voyager avec l'armée en campagne pour leur fournir donc certains services et marchandises. Et cette obligation, parfois, ils peuvent s'en acquitter juste en contrepartie numéraire. Mais cette mobilisation forcée, c'est quelque chose dont les corporations souffrent énormément. Et donc, toujours pour l'équipement de l'armée, par exemple, on va organiser directement certains secteurs d'extraction, notamment les mines, qui vont permettre, par exemple, la fonte des canons, etc. Et là, la mainmise de l'État sera assez directe pour la mobilisation de la main-d'œuvre et la gestion de ces mines. Merci beaucoup. Merci aux trois intervenants, Hayriz Koray, Eric Vallet, Nessim Znayen, pour cette table ronde sur l'État et le commerce en partenariat avec la revue L'Histoire.